Katumbi n'a peur de personne ici. Il va rentrer quand il veut, il est dans ses affaires, sans ignorer qu'il a plusieurs casquettes. Il est homme politique, je crois le plus grand homme politique de ce pays. Il est le plus grand homme d'affaires de ce pays. Il est le plus grand agriculteur de ce pays. Il a le plus grand club sportif de ce pays. Donc, son carnet d'adresses est truffé de beaucoup de programmes. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué quelqu'un? Ceux qui volent l'argent sont en train de diriger les institutions au vu aussi de tout le monde. Est-ce que lui, il a tué quelqu'un? Il n'a rien fait. Il va rentrer au pays, c'est son pays. Personne et rien ne l'empêchera de retourner. Seulement, il a son carnet d'adresses qu'il est en train de suivre. Le moment venu, il va retourner. Est-ce que Moïse Katumbi est dans l'opposition ou dans la rébellion? Il dit à qui veut l'entendre qu'il est un homme pacifique. Personne ne connaît mieux Katumbi ici que Félix. Félix sait jusqu'où Moïse est pacifique. Il est poli et il est non pacifique. C'est un croyant dans l'âme. Et que donc, la rébellion, vous ne le verrez jamais. C'est un démocrate. Il va faire son retour, mais c'est un opposant. Il pense que le pays n'est pas bien géré. Et il a un chapelet. Il a un chapelet d'arguments pour démontrer que le pays... Depuis quand est-il devenu opposant? Il est opposant. Et à quoi s'oppose-t-il? Il s'oppose à Félix Tshisekedi et à sa gestion de la République. Wax de Maman Moussika, les Tokomaka légende, la 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moussika. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'amour. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Hey, na imprimerie Muzuri, Tobuki va prix ndenge à Kafu Kafu. Poche biso qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na 6 $ ya pamba. Et souki wanate, tozape na ba service lokola. Broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mwana mère, Tobuki peba extend na 29 $ ya Bambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur +243 98 000 45 15. Imprimerie Muzuri, vous dominez l'impression. Les réalités auxquelles nous faisons face dans notre pays sont si alarmantes qu'elles soulèvent des interrogations quant à la préparation de notre classe politique à relever les défis. Les souffrances quotidiennes du peuple congolais ne suffisent-elles pas à interpeller l'ensemble de l'agora sociopolitique? Il est donc crucial de faire preuve d'une certaine détermination sans faille, associée à une révolte légitime afin d'aspirer à un système fondé sur la compétence, le vivre ensemble, sur aussi l'unité dans la diversité. Nous avons le réel plaisir, mesdames et messieurs, de vous présenter cette émission
beaucoup de sujets au menu de cette émission dont nous avons le réel plaisir d'être à sa présentation, car l'invité n'a pas qualité de se laisser fourvoyer dans l'exercice. Vous allez les découvrir en une fraction de seconde et je vous rassure qu'il y a de quoi ou qu'il y aura de quoi se mettre sous la dent. Bon début de semaine à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez pour la première fois, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer. Alors, je disais, il y a beaucoup de sujets. Avec qui pour en parler? On a notre curseur s'est arrêté sur Patrick Mundeke, conseiller au cabinet du président d'Ensemble pour la République Moïse Katumbi en charge de la jeunesse. Vous êtes également enseignant des universités, membre du collectif de notabilité du Nord Kivu. Vous avez pris votre avion depuis Goma pour Kinshasa. Et merci d'être venu. Quelles sont d'abord vos premières impressions chez nous? Merci beaucoup. Je suis content d'être là. Je salue tous les téléspectateurs et les éditeurs, ça dépend, de cette grande émission que je connais très bien, qui est une très grande émission qui commence à faire parler dans le monde politique, dans le monde économique de la RDC et pourquoi pas en Afrique. Parce qu'une émission, quand elle est en ligne, tout le monde peut la voir. Et je trouve quand même une équipe organisée, un studio aéré. Ici, il n'y a pas la chaleur et la saleté de Kinshasa. Au moins ici, on est comme dans un îlot à l'abri. Et c'est quand même encourageant de voir des jeunes qui font différemment les choses et qui les font bien. Merci beaucoup. Nous sommes également heureux de vous avoir sur notre plateau. Vous avez parlé de tout ce qu'il y a comme atmosphère suffocante à Kinshasa. Pourtant, le gouverneur qui est là avait promis de changer complètement les choses dès le premier mois à la tête de la province. Est-ce que c'est un manque de volonté ou un problème de compétences? Vous savez, les politiciens de Kinshasa sont tous les mêmes. Ils soignent les pieds quand ils ont mal à la tête. Et c'est comme ça que c'est difficile de guérir. On fait toujours le contraire. Et ici, à Kinshasa, il n'y a pas un grand problème. Il y a un problème d'éducation. Investissez dans l'homme quinois. Apprenez à l'homme quinois qu'on ne jette pas de plastique partout, qu'on ne jette pas de sachets partout, qu'on doit avoir une poubelle. Et s'il ne comprend pas, mettez-y la contrainte. Aucun homme, même s'il venait du ciel, ne peut torchonner ou balayer tout Kinshasa. Aucun homme, même s'il venait du ciel, ne peut en 5 ans rendre ce Kinshasa propre sans la participation de la conscience collective. Et les Quinois sont, excuse-moi, inconscients notoirement. Il y a des maisons ici, ils n'ont pas de poubelles, ils jettent des déchets dans la rivière, ils jettent des plastiques sur la route, ils jettent tout dans des caniveaux. Vous sortez, vous voyez des clôtures, des très belles filles qui sortent dans une clôture, et devant la clôture, il y a un caniveau bouché, l'eau est devenue verte. Ça veut dire conséquence qu'il y aura des moustiques qui vont les piquer eux-mêmes. Mais pour le Quinois, ça ne lui dit rien. Et c'est sur ça que l'autorité politique avertie devrait travailler. Si vous voyez aujourd'hui Goma étant la plus belle ville de ce pays, la plus propre, c'est parce que les Gomatraciens sont là. Aujourd'hui, nous avons un gouverneur, un maire de la ville qui est venu de Kinshasa. Il est Quinois, le maire de Goma aujourd'hui. Mais ça n'a rien changé. Parce qu'il a trouvé une population qui est éduquée à ça. Nous balayons nous-mêmes nos routes. Nous les construisons même nous-mêmes. Nous cotisons l'argent pour construire les routes. Mais vous voyez ici quelqu'un construit un immeuble de 20 millions de dollars dans la boue. Je dis, mais la conscience, elle n'est pas là. Donc chacun devrait faire sa part de responsabilité. Le plus grand chantier pour un gouverneur de Kinshasa, c'est de conscientiser ces peuples. Et ces peuples peuvent écouter en y mettant une bonne communication, en y mettant aussi la contrainte. Mais ça veut dire si quelqu'un vous arrivez devant sa porte... Ça devait être plutôt une politique au niveau national. Je parle de Kinshasa. Vous savez, moi je ne suis pas un populiste. Moi je ne suis pas venu charger les gens ici. Je suis venu parler des problèmes du Congo de la plus belle des manières, la plus simple des manières, sans polémique. Je ne suis pas venu polémiquer ici. Si, il faut, parce que Goma, ça fait partie du Congo. Mais Goma, c'est une très belle ville. Lubumbashi fait partie du Congo. Lubumbashi n'est pas une poubelle comme Kinshasa. Mais Kinshasa, attends, je vais vous dire, les incohérences des gens d'ici. Vous faites un centre financier. D'abord, vous n'avez pas de société. Vous n'avez pas un circuit financier normal pour avoir un centre financier à 500 millions de dollars. Vous avez 500 millions de dollars, c'est quoi?
Vous pouvez faire toutes les routes de Kinshasa, toutes les avenues de Kinshasa. Vous n'allez pas finir 500 millions de dollars. Vous faites une arène. Une arène. Les arènes sont pour les Américains, pour les Français, pour les gens, les pays qui sont en avance. Vous faites une arène à 120 millions de dollars. Vous avez 120 millions de dollars pour faire à peu près 150 km de route. 150 km de route à Kinshasa, vous réglez le problème des embouteillages. Vous réglez le problème de perte de temps sur les routes. Donc là, vous essayez d'établir vous avez des gens, le problème des priorités. Vous avez des gens ici On ne sait pas suivre les priorités. Vous faites une tour de Kinshasa. Vous n'avez même pas les courants. Alors qu'on vous dit, pour relancer comment s'appelle, le barrage d'Inga, il vous faut 450 millions de dollars. Vous faites quand même une tour. Vous faites une arène. Vous faites un centre financier. Un centre financier dit vide. Une arène dit copier-coller juste parce que vous êtes des Mikilis, vous venez de l'Europe, vous voulez nous apprendre des choses. Les arènes d'autres pays viennent à la fin. Quand vous avez des infrastructures, quand vous savez balayer votre ville, quand vous avez les courants, maintenant vous pouvez aller vers l'arène. La question, qu'est-ce qui motive alors le dirigeant à investir dans ce genre de domaine dans les secteurs, par exemple, électriques? Vous avez parlé du barrage d'Inga. Ça devait être on devrait investir là-bas pour que l'on puisse faire sortir certaines zones les gens de Kinshasa sont les Quinois. Ils ont deux choses guident leurs investissements. Le populisme et les rétrocommissions. C'est ce qui guide les gens ici. On dit, tout ça la arène, ceux qui ont une arène, biso peut conquérir ces bagos, tout biso toba banapoto, tout ça la tour de Kinshasa, no mikiribatour et zalaka, biso peut tomber ta biso. Il y a un problème. Nous, on n'est pas encore à ce niveau-là. L'argent que vous mettez dans des tours peut déjà mettre de goudron sur 10-15 km. Vous êtes en train de commencer à régler les problèmes. Il y a beaucoup de routes ici. Cette ville est bien urbanisée. L'urbanisation est là. Vous mettez des routes, vous ouvrez les quartiers. Les gens ne vont même plus passer sur votre boulevard. Pour traverser le boulevard, aujourd'hui, à Paris, il faut faire 4 heures du temps. En une journée à Kinshasa, tu ne peux pas faire des rendez-vous si ces rendez-vous-là sont distants de 2 km. La rentabilité, elle baisse. Parce que si quelqu'un est appelé à faire 10 réunions par jour et il ne peut qu'en faire 2, sa productivité est réduite à 20%. Et c'est l'État qui perd. Malheureusement, ici, les politiciens ont été contaminés par Wenge Muzika. Au lieu que nous contaminions la société, c'est la société qui a contaminé les leaders politiques de Kinshasa. Et c'est comme ça que nous, on commence à penser qu'il n'y aura aucune solution pour l'avenir de ces pays qui pourra venir de cette ville. Les gens sont distraits ici, sont dépassés. Voilà. Je tenais d'ailleurs ici à rappeler que la ville la plus propre de la République démocratique du Congo, c'est bien la ville de Goma, dont la population par la volonté du peuple de résilience, parce qu'on sait que cette ville a été visitée par le volcan, une ville complètement détruite, mais on a dû bâtir sous de vieilles ruines. Aujourd'hui, quand même, Goma est présentable. Au-delà de cette mentalité, cette éducation dont vous avez fait mention, mais il y a aussi le prélèvement de la taxe sur la population. C'est ce fonds-là qui permet à ce que Goma maintienne toujours sa mais il y a pas les taxes sont beaucoup plus prélevées ici. Que ce soit l'impôt sur les revenus locatifs qui revient à la province. Il y a beaucoup de locataires à Kinshasa qui nulle part au Congo. Que ce soit l'impôt foncier. Il y a beaucoup de parcelles à Kinshasa qui nulle part au Congo. Il y a beaucoup de taxes ici. Un gouverneur ici, si il y a un gouverneur, si moi, Patrick Moundek, je deviens gouverneur de Kinshasa, je te fais en une année 5 milliards de budget et je l'exécute ici. Sans atternement. Et si on a toutes les ressources, le système de récolte des fonds publics au niveau de la province et je te fais ici à Kinshasa 5 milliards. Je suis un financier, je suis un économiste, je sais de quoi je parle. Avec 5 milliards, je peux mener la politique de ma ville. Je peux mener la politique de ma ville. Mais il n'y a pas de vision en fait. Les gens sont tous les mêmes. Hein? Et les gens sont tous les mêmes, vous changez. Je vous dis, ici, on soigne la maladie qui n'existait pas. Il faut soigner l'homme. L'homme quinois d'abord est à réformater. Et c'est possible. Et c'est possible. Allez. Vous avez vu le Museveni, tout le pouvoir de l'Est et de l'Afrique là. Quand ils prennent le pouvoir, la première des choses, on amène toute l'administration vers les formations idéologiques. On va mettre dans leur tête l'idéologie. C'est quoi la vision? Nous sommes dans quoi? Qu'est-ce qui est bon pour un pays? Qu'est-ce qui représente un pays? Qu'est-ce que ça veut dire si demain nous perdons ce Congo? Parce que ça peut arriver. Le pays meurt. Avec notre légèreté, si demain nous perdons ce Congo, qu'est-ce que nous allons devenir? Le plus grand défi d'une nation,
c'est de survivre après sa naissance. Mais quand chaque Congolais peut intérioriser ça, nous pouvons déjà partir sur une nouvelle base. Il faut dire aux Quinois, tout l'argent que vous dépensez pour aller vous faire soigner contre la malaria, les mauvaises odeurs, la diarrhée, choléra, on peut éviter ça en faisant X, Y, Z. Mais ici, vous êtes dans les Ndombolo, les Aïko prend le défi, tout le monde veut qu'on les chante chez Ouera et Kofi, c'est ça la priorité. Et vous utilisez l'argent des contribuables congolais comme s'il n'y avait que Kinshasa comme Congo, ça ne passe pas. Et les conséquences, nous les payons. Et vous pensez que nous allons continuer à les payer pendant combien de temps? Allez, le Congo, ce n'est pas que Kinshasa. Le Congo, c'est la vaste étendue avec ses territoires et localités et que sais-je encore. Allez, l'émission commence sur deux chapeaux de roue déjà. Très tonitruant, Patrick Mondeke. On va prendre d'abord la situation, les thermomètres sécuritaires dans la province du Nord Kivu. Qu'est-ce que ça nous renseigne? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'accorder à dire qu'il y a une lueur d'espoir ou encore, depuis que le cessez-le-feu a été déclaré sur le pourparler entre Kinshasa et Kigali, il y a lieu de s'accorder à dire, voilà, enfin, on est en train de sortir de l'auberge. Vous savez, moi, Patrick Mondeke, un fils de Goma, je suis tout le temps dans ces cas de déplacés, je suis tout le temps avec ces déplacés, j'y consacre mon temps, énormément d'argent, pour soulager la misère de nos compatriotes. Et quand je parle de cette guerre, je la parle dans mon être. Vous êtes en train d'entendre aujourd'hui, on parle de Pinga, Pinga, Pinga. Pinga, c'est mon village natal. C'est là où mon père est né. Donc, c'est vous dire que mes frères, mes cousins, mes oncles sont dans la brousse aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, alors que là, comme à Kinshasa, il y a une forte pluie. Donc, moi, je parle de la guerre, pas comme vous en parlez ici. C'est comme un fait divers. Vous la vivez dans votre chair. Je parle de cette guerre dans mon âme. Et je refuse. Je refuse, moi, de faire les caméras, de faire le populisme derrière cette guerre. Je refuse, moi, de faire l'enzangi, de faire le populisme derrière cette guerre. Moi, j'en parle comme un homme d'État. Et qui essaie un peu de décocher ceux qui sont là, de leur dire qu'est-ce que nous pouvons faire. Moi, je suis caméra ici. Quand le gouverneur militaire est parti à attendre le ministre, je crois, des Affaires étrangères du Rwanda, venir. Est-ce que sa frustration n'était pas justifiée? Vous posez cette question, je vous réponds, vous me laissez vraiment vous répondre. Surtout sur cette question de la guerre. Je suis ici pour que les Congolais sachent aussi. Je vous relance, est-ce que sa frustration n'était pas justifiée? C'était du populisme. Kamere a été dans tous les coups politiques depuis 30 ans. Kamere est là, que vous voyez. Il y a le vieux de l'IDPS ici, comment il s'appelle? Je vais me rappeler son nom. Il l'a trouvé à Kigali, non? Kamere n'a jamais démenti. Kamere est parti là-bas à Kigali, c'est pas tous les combines qu'ils ont fait quand ils ont pris le pouvoir ici. L'artisan, c'est lui qui est parti quand Kisekedi est devenu président. C'est lui qui est parti le premier à Kigali, c'est Kamere ici. Ce n'est pas une salutation d'un gouverneur militaire qui ne cherche autre chose que dire on peut apaiser la situation pour que nos frères à nous, peut-être c'est un jeu, pour que nos frères à nous quittent enfin les camps de déplacés, rentrent chez eux, pour que nos frères à nous cessent de mourir. Ce n'est pas... D'abord, c'est une institution. La ministre est partie là-bas parce qu'elle est du gouvernement congolais. Et le gouvernement l'a envoyé pour essayer un peu de matérialiser ce qu'ils sont en train de se convenir à Luanda, qui est pratiquement la seule ici possible de cette guerre. Ça fait 3 ans. Mais pas jusqu'à lui offrir des honneurs militaires. Nous ne sommes pas un État voyou, nous ne sommes pas un État barbare, nous sommes un État. Nous devons nous montrer comme un grand État, un État civilisé. Si le Rwanda se montre comme un État primitif, ce n'est pas au Congo de se montrer comme un État primitif. Il est ministre, il est venu au Congo, qu'un gouverneur aille l'accueillir, c'est tout à fait normal. Ça grandit notre pays. C'est par populisme, des gens qui ont perdu toute crédibilité vis-à-vis du peuple, qu'ils essaient un peu de récupérer ça pour le tourner soit contre le ministre, contre le gouverneur. Moi, j'encourage le gouvernement congolais à aller sur le chemin de ce qu'ils sont en train de faire à Luanda. Aujourd'hui, notre système de défense, 3 ans après, est remis en cause. Ils ont distribué des armes à tout le monde là-bas. Les Ouazalendo sont devenus... On peut compter les maisons qui ont été pillées par les Ouazalendo. On peut compter les gens qui ont été assassinés par les Ouazalendo. On peut compter les taxes qui sont perçues par les Ouazalendo en 3 ans après, mais on ne peut pas compter un seul kilomètre qu'ils ont récupéré. Il en est de même de FRDC. Et ça, ce n'est pas la faute des Ouazalendo. Vous ne pouvez pas donner aux gens des armes pour savoir qui va les payer, qu'est-ce qu'ils vont manger, parce qu'ils ont des femmes et des enfants, ils ont des familles. Comment arriver à les contrôler? Vous savez les former, sans connaître même les nombres. C'est encore des décisions populistes de Kinshasa qui mettent toute la zone à faire à ça, et pendant longtemps. Et moi, je ne serai jamais d'accord, je l'ai toujours dit, jamais d'accord avec cette façon de faire à la tête des pays, surtout chez nous. Et vous êtes à Kinshasa, c'est nous qui sommes en train de payer. Chaque soir, on tue les gens à Goma. Chaque soir.
Les armes sont distribuées en vrac comme des arachides. Et de localités continuent à tomber. Par des gens ici. Et ça n'a pas empêché au M23 de continuer à étendre son espace. Est-ce que Patrick Mundeke, face à un État voyou ou barbare, devons-nous nous comporter comme tel ou nous devons nous comporter comme un État moderne en respectant le juste coutume diplomatique? Mais c'est ce que je dis. Moi, je dis que nos aînés comme les Khmers qui prennent cette guerre finalement comme un jeu. On nous a promis qu'on va bombarder Kigali, nous attendons toujours. On nous a promis que Kagame va se cacher, on attend toujours. On nous a promis de vivre avec Félix Tshisekedi à Goma jusqu'à ce que la paix revienne, on attend toujours. Le président s'est rétracté. Alors nous, les choses de Kinshasa commencent à nous saouler. Tout ce que nous voulons, c'est avoir la paix chez nous. Vous pouvez rester avec votre argent, continuer à prendre dans les caisses de l'État comme vous voulez. Cherchez-nous seulement la paix. Les restes, on va faire nous-mêmes. Parce que nous faisons déjà beaucoup nous-mêmes. Mais on se dit, ici, il y a des gens, des autorités, qui chaque fois qu'on fait un pas en avant, et moi, si j'étais Félix Tshisekedi, toute cette négociation-là pour terminer cette guerre, je la laisserai aux gens des services. Vous savez, le général Ndaiwel a fait courage. Il a beaucoup de choses qu'on lui reproche. Mais moi, je prends... Il a fait montre d'un courage exceptionnel. Il a quitté Kinshasa. Il est parti au Rwanda, je crois, 2 jours. Il a réussi à faire taire les armes pendant 2 mois au front. Pendant 2 mois. C'est lui qui a réussi à obtenir quelque chose de concret. Parce que lui, il est parti sans populisme. Il est parti avec des réalités. C'est lui, il est militaire. Il a le renseignement militaire. Il connaît ce qu'il y a dans l'armée. Il est parti et il a obtenu 2 mois. Si Félix Tshisekedi mettait d'abord tous ces politiciens en dehors de ces négociations et laissait ces gens de service faire comme Kabila l'a fait d'ailleurs hier, je pense que nous pouvons encore aller vite à trouver une solution. Mais les gens pensent que cette guerre, de ce sang des Congolais, de cette souffrance, il faut se refaire le poil sur la peau, malheureusement au prix du sang des Congolais. Aujourd'hui, on a un gouverneur militaire à la tête de la province. Qu'est-ce qu'il fait concrètement comme travail? Tout ça, c'est Kinshasa. Le gouverneur militaire n'est pas là par la volonté de lui-même. Il est là parce qu'ici à Kinshasa, les gens ont décidé de le mettre là-bas. Mais depuis qu'il est là, combien de mois? Vous savez que ce gouverneur militaire-là, ces provinces-là sous état de siège, et Kamera en a parlé ici d'ailleurs, ne reçoivent pas de rétrocession. Et on fait passer la comptabilité ici, qu'on a rétrocédé l'argent aux provinces, l'argent qui n'est jamais arrivé. Comment vivait-elle alors? L'argent n'est jamais arrivé. Mais il faut poser les questions aux gens d'ici. En fait, la guerre à l'Est est devenue un fonds politique et commercial pour les gens de Kinshasa. Mais en attendant, nous, c'est chez nous. Jusqu'à quand faudra-t-il que nous puissions mourir parce que nous appartenons à la République démocratique du Congo? Et donc, enfin, Kinshasa serait complaisant sur cette question, selon votre analyse? C'est pas serré. Vous pouvez poser la question au gouvernement militaire. La dernière fois, il a reçu une rétrocession. Et c'était de combien? Parce qu'en état de province comme ça, sous état de siège, on allait d'abord unifier et le commandement militaire et le commandement politique. C'était ça l'objectif. C'est ça le concept. Excuse-moi, du concept de l'état de siège. Et on allait mettre beaucoup de moyens. Ces gens-là n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de rétrocession. Et ici, on dit non. On apprend qu'il y a des millions qui sont détournés ici. Les millions sortent ici au nom de la guerre du Nord Kivu et restent ici. Et restent ici. Allez, merci beaucoup, Patrick Mundeke. On va prendre et vous voulez que la guerre finisse comment? La réaction du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. C'était le jeudi dernier lors du débat sur la prorogation de l'état de siège. Il est monté sur ce grand cheval pour fustiger l'accueil qu'on a réservé à un officiel rwandais à Goma, dans la province du Nord Kivu. On l'écoute puis on revient pour demander ce qu'en pense l'invité. D'aller dire à Madame la Première ministre toute notre indignation de voir que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda arrive à Goma. Ce n'est pas mauvais puisque nous recherchons la paix. Nous sommes pour la paix, mais que vous puissiez lui donner autant d'honneur. Et le gouverneur militaire et l'inspecteur provincial de la police, je considère pour moi que c'est très grave et que nous ne savons pas ce que nous faisons pour terminer. Donc il faut lui dire la prochaine fois quand ce ministre viendra sur le territoire congolais, nous n'avons même pas besoin d'avoir des honneurs quand nous allons au Rwanda, et ils ne le font jamais, et ils se font respecter. Mais comment nous pouvons vraiment, dans la ville martyre de Goma, nous recevons le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, et c'est notre gouverneur militaire qui est au garde à vous avec l'inspecteur provincial de la police. Non, ça nous disons non. Transmettez cela à Madame
la première ministre que tous les députés sont indignés par ça. Nous soutenons le processus de Luanda. Nous voulons que ce processus aboutisse très vite. Et avant longtemps, nous aurons besoin de Madame la ministre d'État des Affaires étrangères pour mettre au parfum aussi les élus du peuple. On vous voit dans toutes les... Pourquoi cette réunion n'a pas eu lieu, par exemple, à Mbujimayi ou à Matadi ou à Kenge? À Kenge, le deuxième vice-président allait les accueillir là-bas et leur donner quelques secrets de nos ancêtres là-bas. Ou à Lissala, voilà, par exemple. À Kabinda Lomami ou à Lubao. Merci beaucoup. Patrick Moudé, que vous êtes contre cette communication du président de l'Assemblée nationale. Alors, quel message voudrait faire passer Vital Kamerhe? En fait, les gens essaient un peu de jouer sur la psychologie des Congolais. Et les Congolais doivent se dépasser. Les gens savent ce que les Congolais aiment entendre. Et les politiciens congolais disent autre chose tout en faisant autre chose. Les rapprochements qu'il y a eu, qui nous coûtent aujourd'hui des vies chez nous, qui nous coûtent aujourd'hui nos terres, qui nous coûtent aujourd'hui, c'est Kamerhe ici, c'est lui. C'est lui le premier qui est parti donner des cadeaux à Kigali là-bas. Après, on peut toujours changer. S'il vous plaît. Et que donc, qu'un gouverneur aille accueillir un ministre, ça fait de nous un État civilisé. Ça fait de nous des hommes d'État. Rien n'est à dramatiser. Que les Rwandais se comportent comme un État primitif en négligeant nos autorités, ça ne grandit pas les Rwandais. Ça ne les grandit pas, sauf dans la tête des Kamerhe. Ça ne grandit pas les Rwandais. Les États ont des normes, les États ont des protocoles que nous continuons à respecter comme un État. Et les gens qui nous voient, parce qu'il n'y a pas que nous et les Rwandais, il y a d'autres États, il y a d'autres personnes sur la terre qui nous regardent. Ces gens-là disent que les Congolais sont plus civilisés que ceux-ci. Mais là, Vital Kamerhe parle au nom de députés nationaux qui ont été choqués après avoir visualisé les images de l'accueil du ministre des Affaires étrangères. Il y a des gens que je respecte dedans, mais après, qu'est-ce qu'il y a? Les Bitakura qui tiennent le même discours pendant 30 ans et qui nous amènent, 30 ans, nous sommes dans la boue. Le Mouindo Nzangi qui pense que distribuer les armes à tout le monde, c'est ça être une vertu pour un pays. Mais le jour de récupérer ces armes-là, comment ils vont faire? Combien des armes ont été distribuées? À ces questions-là, ils n'auront jamais de réponse. Moi, je respecte les hommes d'État. Moi, je ne suis pas un populiste. Je préfère passer ma vie sans jamais être élu. Mais que le jour que je ne serai pas là, que chaque Congolais dise cet homme était intelligent. Est-ce qu'avons-nous encore des hommes d'État? En tout cas, je fais un effort. Les gens qui nous suivront. Je fais un effort. Moi, que la masse aille dans la boue, je resterai debout. Loin de la boue, regardez. Qui qu'il soit. Qui qu'il soit. Je reste convaincu que là où nous sommes arrivés, nous devons repenser les choses autrement. Les méthodes d'il y a 30 ans ont montré les limites. Aujourd'hui, toute la magie qu'il y avait autour de la résistance populaire et de tout ce que nous pensions, elle tombe. Elle tombe. Et moi, je suis d'avis que toutes ces armes-là doivent être ramassées. Que nos forces armées doivent être capacitées, appuyées, financées, équipées, formées, idéologiquement aussi. Qu'un militaire congolais sache le sens d'être un militaire congolais. Et à ce moment-là, nous allons sauver notre pays. Mais dans ce désordre de ce populisme ici, les institutions qui s'entrent dedans, chacun attend ce moment de récupération politique. Il y a trop peu d'hommes d'État. Et c'est de la conscience au sommet de la République, malheureusement. Et malheureusement, ça va faire des morts chez nous. Et ça fait des morts. Quel rôle aussi jouerait l'Assemblée nationale à pareille circonstance? Mais quand les patrons de l'Assemblée nationale entrent dans un populisme nauséabond comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a rien donc à espérer. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que, et si même ils étaient mécontents, c'était là où il fallait le dire? Il sait où se trouve la ministre ou le gouverneur, ça doit être son frère, il peut l'appeler et lui dire. Ce sont des choses qui sont en train de fragiliser ceux qui sont sur le terrain de négociation avec les Rwandais. Et les Rwandais, partout où ils passent, ils n'utilisent pas autre chose. Ils utilisent les phrases de genre que Kamerhe a dit là, et ils utilisent des phrases de Félix Tshisekedi. Quand vous le suivez même dans les médias internationaux, ils ont dit qu'ils vont nous bombarder. Ils ont dit que non, ils vont nous chasser du pouvoir. Ils ont dit ceci. Ça se retourne contre nous. Et à ce moment-là, devant la communauté internationale, ils ont un crédit. Mais tant que vous continuez à alimenter le crédit de l'ennemi, c'est vous en fait qui êtes les ennemis de la République.
Le président de l'Assemblée nationale, de plus en plus, s'illustre par des déclarations eschatologiques. Est-ce qu'il jouerait pour le Dauphinat en 2028? Il sait que dans l'opinion, il a perdu. Depuis son histoire de 100 jours-là, Kamel est devenu l'ombre de lui-même. Et il veut nager dans le sang de nos frères à nous pour se refaire une santé politique. Mais ça, on n'acceptera plus. Allez, merci beaucoup. On va prendre le deuxième sujet de l'émission. Je rappelle que vous êtes conseiller au cabinet du président d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi. Vous êtes conseiller en charge de la jeunesse. Et donc, on va parler d'une question concernant, ou vous concernant. C'est-à-dire, depuis quelques semaines, vous êtes sans ignorer que l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, n'est plus au pays. Est-ce que, enfin, la grande question que le Congolais se pose, pourquoi votre président ne regagne plus son pays? S'est-il enfin exilé? Et pour quelle raison? Katumbi n'a peur de personne ici. Il va rentrer quand il veut, il est dans ses affaires, sans ignorer qu'il a plusieurs casquettes. Il est homme politique, je crois le plus grand homme politique de ce pays. Il est le plus grand homme d'affaires de ce pays. Il est le plus grand agriculteur de ce pays. Il a le plus grand club sportif de ce pays. Donc, son carnet d'adresses est truffé de beaucoup de programmes. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué quelqu'un? Ceux qui volent l'argent sont en train de diriger les institutions, au vu aussi de tout le monde. Est-ce que lui, il a tué quelqu'un? Il n'a rien fait. Il va rentrer au pays, c'est son pays. Personne et rien ne l'empêchera de retourner. Seulement, il a son carnet d'adresses qu'il est en train de suivre. Le moment venu, il va retourner. Est-ce que Moïse Katumbi est dans l'opposition ou dans la rébellion? Il dit à qui veut l'entendre qu'il est un homme pacifique. Personne ne connaît mieux Katumbi ici que Félix. Félix sait jusqu'où Moïse est pacifique. Il est poli et il est un homme pacifique. C'est un croyant dans l'âme. Et que donc, la rébellion, vous ne le verrez jamais. C'est un démocrate. Il va faire son retour, mais c'est un opposant. Il pense que le pays n'est pas bien géré. Et il a un chapelet d'arguments pour démontrer que le pays... Depuis quand est-il devenu opposant? Il est opposant. Et à quoi s'oppose-t-il? Il s'oppose à Félix Tshisekedi et à sa gestion de la République. À la tête de Félix Tshisekedi. Il s'oppose à Félix Tshisekedi et à sa gestion de la République. Parce que tous ici, nous savons que Moïse Katumbi n'a jamais fait carrière dans l'opposition. Il a été avec Joseph Kabila. Il a quitté juste dans le dernier virage, au moment où... Entre quand Moïse Katumbi a quitté et quand Joseph Kabila est parti, il s'est écoulé 4 ans. Permettez que je finisse. Alors, il a quitté parce que, pour des raisons... pour ses convictions démocratiques. Il n'y a pas d'autre raison. Mais plus c'était quand il s'agissait de la question du troisième mandat de l'ancien chef de l'État. Parce qu'au sein de l'opinion, c'est lui qui était porté comme le dauphin. Après, c'est presque la même chose avec Félix Tshisekedi. On est au sein de l'Union sacrée, il se retire. Pour quelle raison? Vous parlez de la gouvernance de Félix Tshisekedi qui pose problème. Est-ce que ce n'est pas le même homme avec la même méthode et qui continue à faire le show au pays, ou qui continue à faire ça pour s'attirer? Est-ce que Katumbi a besoin de faire le show? Katumbi, c'est Katumbi, mon frère. Il n'a pas besoin de faire le show. Katumbi est cohérent dans ses convictions. Ce qu'il a combattu hier, il le combattra aujourd'hui, il le combattra demain. C'est ça être cohérent. Katumbi n'est pas ennemi de Kabila. Et depuis que Kabila a respecté la Constitution, Katumbi et Kabila, pour votre information, se sont réconciliés. Et de grandes choses dans ce pays s'écriront aussi par l'encre de Katumbi et par l'encre de Kabila. À quoi cette réconciliation par rapport à la crise multiforme que secoue notre pays? Ils n'étaient pas des ennemis. Ce qui les opposait, c'était des principes démocratiques de M. Katumbi. M. Katumbi dit, tu es mon frère, oui. Tu étais mon mentor politique, oui. Tu m'as amené, on était dans le même parti, oui. Mais la Constitution est au-dessus de nous tous. Nous devons la respecter. Quand Kabila tergiversait, Katumbi a pris position contre et s'est engagé contre. Et il en a payé le plus fort du prix.
l'alternance politique que nous avons eue dans ces pays aujourd'hui, l'artisan, les chefs, c'est Katumbi. L'IDPS était déjà dans la poche de Kabila. Vous connaissez très bien que cet IDPS était dans la... Mais Patrick Mondeke, attendez, si c'était juste Banga, un problème... Attendez, Badi Banga, IDPS, Chibala, IDPS. Vous pensez que c'était un hasard? L'IDPS était déjà dans la poche de Kabila. Ce n'était pas un hasard. Ils avaient des deals, tout. Ils allaient, Ibiza, ils faisaient des négociations. Ils étaient partout ensemble. N'était la ténacité et la force de Katumbi. Il n'y aurait jamais eu alternance dans ce pays. Mais si c'était un problème de principe qu'il y a eu entre l'ancien chef de l'État et Moïse Katumbi, mais Joseph Kabila ne serait jamais allé jusqu'à traiter Moïse Katumbi de Judas Iscariote. Mais parce qu'évidemment, il avait raison, lui. Parce qu'il pensait que tout le monde devrait les suivre dans son schéma. Mais il a vu que le plus grand, le plus adilé, les plus aimés peut-être de tous ses compagnons d'élite, il les quitte. Mais est-ce qu'il a été Judas? Parce qu'aujourd'hui, la suite des événements nous donne raison. La Constitution doit être respectée par tout le monde. C'est la ligne rouge que tout le monde doit respecter dans ce pays. Sinon, s'il n'y a pas de règles préétablies, cette nation va devenir un endroit. C'est déjà un endroit même avec les règles préétablies. Maintenant, a fortiori, quand il n'y en aurait pas. On aurait 50 États dans ces pays. Et la grandeur du Congo, et le Congo, et les Congolais. Mais c'est la Constitution qui nous donne à chacun un rôle dans ce pays. Qui nous met tous sur les mêmes pieds d'égalité. Qui nous garantit de bien-être, de bien vivre dans ce pays. Et nous oblige même de la défendre par tous les moyens possibles. Et c'est ce que Katumbi fait, et ce qu'il a fait, et ce qu'il fera encore. Ça, c'est une information pour ceux qui ne savent pas. Il va le faire. Et la Constitution ne sera pas changée. Aujourd'hui, a-t-il tout le moyen, toutes les ressources pour faire plier le pouvoir de Kinshasa? Cette Constitution ici ne sera jamais changée. En tout cas, pas par cette IDPS. Ceux qui vont s'hasarder sur ce terrain-là vont comprendre que c'était une bêtise énorme. Et je crois qu'il y aura des gens suffisamment sages parmi eux pour leur dire non, on arrête ces débats. Vous dites ça dans le média, mais l'UDPS qui tient Mordukis à faire changer cette constitution et des gens en route pour faire avaler ce projet. L'UDPS devrait déjà commencer à amender ces statuts là-bas, à mettre de l'ordre dans ces partis. Je n'ai jamais vu depuis l'indépendance des pays un parti aussi désordonné que l'UDPS. S'il y a là où il faut mettre vraiment de l'ordre, des choses qu'il faut changer, c'est l'UDPS et leur secrétaire général là qui je ne sais pas, il vit sur quelle planète. Qui est hanté par Kagame, tous les désordres de ces pays, c'est Kagame qui les déstabilise. C'est là où il devait commencer à mettre de l'ordre. C'est ce qu'il a fait. Avant d'aller penser Congo, qu'ils pensent d'abord leur propre parti, leur propre système. Il y a beaucoup de choses à régler dans l'IDPS. Vous avez vu un système politique aussi désordonné comme celui-là? C'est là où il faut commencer, non? Le président a dit que c'est de la vitalité démocratique. Avec une machine aussi désordonnée. Vous voulez provoquer les abeilles dans ces pays. Le président parle de la vitalité démocratique. En tout cas, ça s'appelle désordre. Ça s'appelle désordre. Voilà. Est-ce que Moïse Katumbi, selon vos analyses, est la bête noire du régime? Ben, Moïse Katumbi, il est puissant, il est stratège, il a un engagement ferme. Quand il s'engage, il le fait. Il pense les nuire. Mais en fait, ils se nuisent eux-mêmes. Ils sont en train de se nuire à eux-mêmes. Il ne faut pas amener cet homme-là à se fâcher contre ce régime. Ça ne sera pas bénéfique pour eux. Et nous avons, à cette phase où notre pays est agressé, nous sommes en danger. Nous avons intérêt de nous mettre tous ensemble comme peuple. Vous avez vu en Israël, le monde nous édique. Vous avez vu en Israël, il y avait eu l'opposition. Le Premier ministre était en ballottage. Mais quand l'État a fait face à des attaques, la République, il n'y a plus d'opposition. Les gens se soudent pour résister. Mais malheureusement, ici chez nous, même quand ceux qui sont dans l'opposition veulent faire un pas vers ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont au pouvoir font monter d'un orgueil extraordinaire. Et on se demande pourquoi. D'un orgueil extraordinaire, pardon. Et on se demande pourquoi. Parce que tout ne va pas. Les signaux sont au rouge. Circulez dans Kinshasa. Regardez l'état des routes. Regardez les figures des gens. Il y a certaines personnes, vous voyez, vous dites, celui-ci probablement fait 3 jours sans manger. Allez à l'Est et vous regardez. Kabila a laissé ce pays en un morceau. Il a laissé un Congo grand et indivisible. Nous, on allait faire des fêtes à 50 km de Goma. On rentrait à 20h, à 21h.
Alors, aujourd'hui, c'est impossible. Sur quoi vous comptez vous appuyer pour faire reculer ce projet qui est, en pleine marche? Parce que, sur la Constitution elle-même. Du point de vue capacité de mobilisation, on ne vous voit pas relever les défis ou faire face à l'UDPS, c'est qu'il y a une grande machine à mobilisation, comme depuis toujours. L'UDPS n'a jamais été une machine à mobilisation. Ces gens-là sont de vrais tricheurs, en fait. Ils n'ont jamais été une machine à mobilisation. Ils savent qu'est-ce qui s'est passé. Tous cela, ils savent. Ils étaient évidemment dans plusieurs combines. Ils savaient qu'ils pouvaient faire un désordre, on allait les tolérer parce qu'ils étaient dans des deals avec ceux qui étaient au pouvoir hier. Mais l'UDPS n'a jamais été une machine à mobilisation. D'abord, nous, au Nord Kivu là-bas, on ne connaît pas 10 personnes de l'UDPS. 10. Ils sont au pouvoir aujourd'hui. Vous dites aux gens de Goma ou de Nord Kivu, vous êtes 10 personnes de l'UDPS. Personne ne connaît. On ne connaît même pas où se trouve le bureau de l'UDPS. Quelle machine à mobilisation. Alors au sud Kivu, même chose. Alors au Maniema, même chose. Même les bureaux, les petits bureaux. Ensemble pour la République a des meilleurs bureaux dans tous ces pays. Remplis tous les jours. Mais les partis ne vivent pas. Les partis ne vivent pas. Les plaintes ne tournent pas à plein régime. Des défections tout le jour qui s'enregistrent. Est-ce qu'avec cet état de santé, vous pensez vraiment faire reculer les régimes? La dernière fois, vous avez entendu une défection, c'est d'ensemble, c'est quand? Et si vous pouvez constater les défections, quand vous dites tous les jours, la dernière fois, c'est quand? Janvier, février. Janvier, c'était qui? À Romukula qui est parti. Mais janvier, nous sommes en octobre, en novembre. C'est depuis tous les jours, là. Ça commence à être tous les mois maintenant. Après, vous allez voir. Il n'y a pas d'activité. Tu sais, un arbre qui tombe fait beaucoup de bruit que 1000 qui poussent. Cette machine politique a pris d'autres allures et d'autres dimensions. Et c'est vraiment devenu une machine politique. Le moment venu, vous allez voir. Le peuple congolais, ils vont voir. Et comment vous vous organisez pour être cette grande machine? Je ne suis pas venu ici pour étaler la stratégie de notre parti politique. Ça relève de la stratégie. Surtout qu'il y a un combat politique en vue. Nous avons une guerre à relever. Nous avons une constitution à sauver, un pays à sauver. Je ne peux pas venir le dire à la télévision, mais ensemble pour la République, ça commence à être une machine très, très redoutable. Est-ce que beaucoup sont là par conviction ou par autre motivation? Quelle autre motivation? Parce que si c'était autre motivation, l'UDPS aurait beaucoup plus déjà, par exemple. Aurait beaucoup plus déjà sur toute l'étendue de la République. Je vous dis à Goma là, on ne connaît même pas où se trouve le bureau de l'UDPS. Mais tous les gens de l'UDPS qui sont à Goma savent où se trouve le bureau d'ensemble. Tous, ils savent. Tout Goma sait. Les bureaux d'ensemble sont là-bas. Tout le monde sait. Mais l'UDPS là, au Nord Kivu là, on ne connaît même pas où se trouve le bureau. Voilà, donc vous nous rassurez que Katumbi, dans le prochain jour, il va regagner son pays. Mais c'est chez lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué quelqu'un. Il n'a tué personne. Pourtant, il est accusé de poursuivi ou encore il n'est pas poursuivi. Pourquoi il n'est pas poursuivi? Je ne sais pas. Il y a une démarche en ce sens-là. Après le bruit qu'il y a eu autour de la piste de Londé. La réhabilitation qui a posé problème sans passer par la procédure légale. Est-ce que ça ne vous inquiète pas? Parce que si au sein de l'opinion, on passerait déjà à les cravater. Beaucoup de gens font des crimes ici. Les voir libres, c'est ce qui nous inquiète. Ceux qui prennent 100 millions, ceux qui prennent 200 millions dans les caisses de l'État et on continue à les voir libres. Ça nous inquiète. Mais qu'un citoyen essaie de soulager la misère des autres, construire un hôpital, faire un petit aérodrome pour que les gens soient évacués quand ils sont malades, ça nous réjouit, ça. Ce qui nous inquiète, c'est de voir tous ces Koulouna, tous ces voleurs qui sont là, qui sont cités dans des rapports des IGF, des je ne sais qui, et 2 jours après circuler librement. Ça inquiète. La plupart des observateurs voient en ça un acte subversif. La plupart des observateurs ou bien les ennemis de la République et des Congolais. Il ne faut pas généraliser les choses. Par contre, la plupart des observateurs et tous les Congolais ne trouvent pas normal que quelqu'un puisse voler 100 millions de dollars et continuer à circuler librement dans un pays. 100 millions de dollars, c'est 100 kilos. 100 millions de dollars, c'est quand même 100 km de route. Allez, merci beaucoup. On va prendre d'autres sujets avec Patrick. Quand vous parlez de la justice, je vois votre collègue Israël Mutombo qui dit Mongo ane zwa ki avion et kenda ki pumbwa ki limwe et kei.
Merci beaucoup. On revient sur vous après l'instant page publicitaire. On prend une courte pause, puis on revient ici. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'or. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Hey hey! Na imprimerie Muzuri, tobuki ba prix na ndenge ya kafu kafu. Poche biso qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na $6 ya pamba. Et souki wanate, tozape na ba service lokola. Broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mwana mère, tobuki pe ba extend na $29 ya Pambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur +243 98 000 45 15. Imprimerie Muzuri, vous dominez l'impression. Et puis, on est à 30 minutes de l'embarquement. Je reçois un coup de fil du chef de l'État. Il me dit, voilà, vous n'êtes pas encore parti. Je dis non. Et puis il me dit, bon, le ministre de la Justice est en train d'essayer me demande de te dissuader de voyager aujourd'hui. Je dis, ah bon, pourquoi? Il dit, bon, apparemment il y a une audition mardi. Il demande que tu attendes l'audition de mardi. Comme ça, tu pourras partir tranquillement. C'est sa manière à lui de gérer les réseaux sociaux. Je dis, président, il vous raconte des histoires. Il est dans de mèche avec toutes ces histoires-là. Il vous raconte des histoires. Il me dit, non, il fait ça pour t'aider. Je dis, non, il ne fait pas ça pour m'aider. Puis il me dit, moi, je te conseillerais d'attendre mardi. Comme ça, tout se passe bien et puis tu t'en vas. Je dis, président, celui qui donne les autorisations de voyager, c'est le parquet. Celui qui organise les auditions, c'est le même parquet. Il ne peut pas me donner l'autorisation de partir s'il y a une audition mardi. Alors il me dit, tu es sûr qu'il n'y a pas d'audition? Je dis, mais je vous le dis, président, il n'y a pas d'audition. Il me dit, attends, je lui pose la question et puis je reviens. Et il me rappelle quelques minutes après pour me dire, ah, mais tu avais raison, il n'y avait pas d'audition. Écoute, tu peux partir. Vous voyez comment ce système-là a voulu à tout prix me bloquer. Pendant que lui faisait ça, il y avait déjà des relais dans la presse qui disaient, il va être bloqué. Et tout ça est documenté, hein. Je vais vous donner tout ça est documenté. Voilà. Donc, c'est ça la cabale politique. Alors, ce qui me fait mal, c'est que ce jeune ministre, qui se présente comme étant la nouvelle génération, la nouvelle classe politique, qui commence comme ça, avec la manipulation médiatique et le mensonge, je suis inquiet. Parce que on aurait pu pouvoir compter sur un esprit nouveau, une nouvelle. On dit que la classe politique est malade, autant que la justice est malade, la classe politique est aussi malade. Mais quand on commence déjà avec des signes de faiblité comme ça, ça annonce d'autres formes de maladies. Et donc ça m'inquiète et ça m'a. De retour sur ce plateau avec Patrick Mundeke, conseiller au cabinet du président d'Ensemble pour la République Moïse Katumbi. Vous êtes membre du collectif de notabilité du Nord Kivu, mais aussi enseignant des universités. Alors, vous avez parlé tantôt de détournement à hauteur de millions qui s'effectue au sommet de l'État. Et là, on vient de balancer du côté l'ancien argentier national, Nicolas Kazadi, qui revenait sur son affaire en justice. Malheureusement, il a été lavé, disculpé. Et juste après, il a accordé une interview à certains confrères. Lutte contre le détournement de fonds publics,
quel enseignement tirer de cette affaire? Il y a un groupe de copains qui ont pris en otage la République, qui font ce qu'ils veulent en toute impunité. Dans cette interview, il y a des choses graves qui se sont dites. Graves. Et malheureusement, les Congolais. En fait, le problème avec tout ça, tous ces jeux, c'est parce que nous sommes un peuple. On est vraiment. C'est dommage que nous soyons des gens réduits à tout accepter. Vous savez, moi, je vis en Espagne. Dès sa mort. Une inondation, une catastrophe naturelle. Normalement, c'est de la faute des personnes. Dans les faits. Mais je vis la colère de tout un peuple. Je vis la mobilisation de tout un peuple. Je regardais la télé, j'ai eu des larmes. À un moment, ça arrive, et moi, ça m'arrive de dire, Dieu, pourquoi je suis né au Congo. Nous avons 600 morts, paix à leurs âmes, à Goma, qui sont encore sous le lac. Même les recherches n'ont pas fait 48 heures. Il faut des moyens, il faut des ceci. Et personne n'en parle, c'est un fait divers. Quand les autres font ce qu'ils veulent avec les millions de la République, et ils sont si garantis à 1000% qu'il n'y aura rien. Il a dit des choses d'une gravité extraordinaire et ça montre d'abord des conflits au sommet dans les institutions de la République. Ça montre les faiblesses de la justice congolaise. Ça montre les rôles du président de la République dans tout ce qui nous arrive. Nicolas n'a pas caché. Dans cette interview, le président jouerait quel rôle? Il a dit, c'est pas moi. Et à quel niveau il précisément? Il téléphone à tel, il vérifie ici. Bon, l'institution présidence de la République, ça devrait être en dehors de tout ça. Au-dessus de la mêlée. En dehors de tout ça. Si la justice veut faire quelque chose, qu'elle le fasse. Il devrait être sûr que chacun fait son travail comme il le faut. Ne devrait-il pas fourrer sonner en tant que magistrat suprême? D'abord, moi je ne sais pas cette histoire de magistrature suprême, vous l'avez enlevée où? Parce que moi ce que je sais, c'est que la magistrature, elle est indépendante des institutions politiques. Et s'il y aurait une révision constitutionnelle à faire, je crois que c'est là, si vraiment dans la Constitution il est écrit qu'il est magistrat suprême, ce sont des choses à supprimer. Et le président de la République, garant de la nation, chef de l'État, c'est suffisant comme travail. Qu'on nous laissions la magistrature à côté, qu'on la laisse faire son travail. Mais les Congolais perdent de l'argent, personne n'est poursuivi, tout le monde est protégé. Ils croisent les bras, ils n'ont pas de route, ils croisent les bras, ils n'ont pas d'eau, ils croisent les bras, ils n'ont pas de l'électricité. Ils croisent les bras, merveilleux ces peuples. Et pourquoi le ministre, si vous essayez de comprendre bien le dossier, donne cette interview après et non avant? Il se reproche de quelque chose. Il sait aussi que dans l'opinion, il est touché. Et il essaie un peu de se sauver, de donner sa version des faits. Mais ça, c'est pour le commun des Congolais. Mais pour quelqu'un comme moi, ça, c'est une autre preuve supplémentaire qui se reproche de quelque chose. Est-ce que cette interview ou encore la décision de justice suffisent pour qu'il devienne désormais un homme clean? Ce qui est bon, c'est que le Congo n'est pas né avec l'IDPS. Le Congo ne finira pas avec l'IDPS. Vous comprenez? Nous sommes jeunes. Nous arriverons aux affaires dans ce pays. Et les gens paieront. Et entre-temps, le chef de service de l'UGF, Jules Aniguetti, continue à persister que ceux qui sont déclarés non coupables par la justice ne les sont pas forcément. Est-ce qu'il y a un risque de voir ou de refroidir les ardeurs de l'inspecteur général des finances, Jules Aniguetti et toute son institution? Si c'était moi l'IGF, et si lui n'était pas dans l'air combine, parce que les informations à notre possession nous disent que lui aussi, il n'est pas si sain qu'il essaie de le montrer. Il serait impliqué dans l'air combine. Moi, si j'étais l'IGF de ces pays, avec mon éducation, avec mon sens du travail,
j'irai voir le président de la République, je dirais, je démissionne. Ça ne sert à rien de faire un travail bâclé tout le temps. Tout le temps. Il devrait avoir le courage de démissionner. Je démissionne. Parce que finalement, il sert à quoi? Si l'argent peut continuer à sortir des caisses de l'État alors et qu'ils se payent des millions de dollars, allez, ils ont un frais de fonctionnement peut-être beaucoup plus important de la branche institution présidence de la République. Ça sert à quoi? Avec tout ça, ça les motive à continuer sur la même lancée ou à... Les enquêtes de l'IGF finissent où? À jeter l'éponge. À qui? Mais moi, si j'étais lui, que de continuer à percevoir l'argent de l'État pour rien, je démissionne. Moi, si j'étais lui, mon éducation. Donc, on peut s'accorder à dire que la lutte contre le détournement sous Félix Tshisekedi, ça bat encore de l'aile ou encore c'est une lutte perdue d'avance. On ne règle pas les problèmes avec ceux qui l'ont créé. Vous voulez régler le problème de la corruption? Il faut chasser tous les corrompus, de toutes sortes et de tous les niveaux. Tant que dans la machine, il y en aura seulement 2. Ils vont gripper toute la machine. Allez, merci beaucoup. Et votre position sur la question de changement ou révision de la Constitution? Moi, je continue à penser que les clans Katumbi, M. Tshisekedi va... faire de mois de déclaration quant à ces sujets. Vous êtes d'accord ou vous avez une autre lecture de choses? Nous pensons que M. Tshisekedi, lui ou ces gens qui l'entourent, il y aura quand même quelqu'un de sage qui va prendre la main pour dire ne mettez pas la limite sur l'essence. Et je crois qu'il sera très sage de les écouter. Le contexte du pays aujourd'hui ne nous amène pas à déranger la fondation de la maison. Il y a déjà suffisamment de tremblements sur la maison que si nous touchons un peu à la fondation de la maison, toute la maison va s'écrouler. Et nous sommes tous dedans. Donc il n'y a personne qui a intérêt à ce que cette maison s'écroule. Alors arrêtons de déranger la fondation. Cette constitution, elle est venue de loin. Elle a payé un prix très fort. Kabila était président hier. Il n'a pas pu la changer parce qu'il a compris qu'elle est au-dessus de lui. Je crois qu'aujourd'hui, Tshisekedi aussi aura quelqu'un de très intelligent qui l'écoute, qui va lui dire. Et à défaut, je sais, on m'a dit qu'il parlait avec beaucoup de serviteurs de Dieu. Je crois que Dieu va vraiment lui dire d'arrêter ces jeux-là. Parce que c'est un jeu fatal. On ne dit pas dangereux. C'est un jeu fatal pour nous tous comme peuple congolais. Est-ce qu'au-delà du débat de politiciens, est-ce que les raisons avancées par les chefs de l'État ne sont-elles pas défendables? Comme lesquelles? Adapter la Constitution aux nouvelles réalités. La Constitution, elle est adaptée aux situations. C'est parce que la classe politique congolaise, elle est médiocre que nous avons l'une des meilleures constitutions du monde. Admettons qu'on laisse les 40% des provinces. Admettons que la CENI fasse son travail, qu'on ne nomme pas déjà à la place du peuple congolais. Admettons que nous ayons un gouvernement qui fait son travail. Admettons que nous ayons des assemblées provinciales qui font leur travail. Mais ce pays, c'est une merveille. Allez, on prend la dernière vidéo de l'émission. Au sein du clan ou de l'Union sacrée, on persiste et on veut à tout prix obtenir le changement de la Constitution. Le président avait déclaré qu'en 2025, une commission sera mise sur pied pour charger de la rédaction d'une nouvelle constitution. Allez, on prend l'intervention d'André Mbata qui, jusque-là, n'avait pas encore placé Mpipemo depuis que le débat a éclaté. André Mbata est-il devenu le même ou a-t-il changé de fusil d'épaule? On l'écoute. Le français facile. Il y a des comparatifs d'étudier le français pour nous autres qui étions au séminaire. Quand j'ai dit que cette constitution, j'ai vu beaucoup d'images circuler, le pauvre Mbata, et merci de m'avoir donné cette occasion-là. Cette constitution que je tiens dans ma main est au jour d'aujourd'hui la meilleure depuis l'indépendance. Où est la contradiction du pauvre Mbata? Comparée à la loi fondamentale, elle est meilleure. Comparée à la constitution de 64, elle est meilleure. 67, elle est meilleure. Je ne peux pas voir comment les intellectuels peuvent s'acharner par les images des réseaux sociaux. Voilà le pauvre Mbata. Non, je n'ai pas dit qu'elle est intouchable. Je n'ai jamais dit ça. Et il n'y a aucune contradiction de professeurs des universités. J'en vais maintenant aux questions. Ça, c'est une bonne occasion que vous m'avez donnée. Voilà, André Mbata qui répondait à l'ancienne vidéo dans laquelle il affirmait que la Constitution était la meilleure
de constitution depuis 1960. Il n'a pas changé, mais avec une nuance près, qu'il n'a pas dit qu'il n'est pas intouchable. Notre papa ici fait partie des médiocres de la République. C'est des gens qui ne respectent pas les Congolais, qui les prennent pour des imbéciles, qui pensent que les Congolais sont manipulables, tout va. Bon, c'est vrai, ça marche pour eux. Pendant tout le temps qu'ils font ces jeux-là, ils jouent avec les Congolais. Ils sont nombreux dans la classe politique. Ils n'ont pas encore compris, ils n'ont pas encore vu la colère du peuple. Mais chaque chose a un début et une fin. Un jour, il y aura un matin, peut-être le soir, ça sera trop tard pour eux. Parce que nous parlons français. Cette constitution, elle n'est déjà pas l'émanation de l'IDPS, elle est l'émanation du peuple. Et donc, les gens doivent respecter ces peuples-là avec sa constitution. Qu'ils finissent leur mandat, qu'ils nous disent combien de kilomètres ils ont construits. Kabila les a laissés, il a trouvé un pays divisé. Il les a laissés un seul pays. Kabila les a laissés un pays sur les rails. Il n'y avait pas d'M23. Il les a laissés un pays où il y avait des institutions qui fonctionnaient, la démocratie. Aujourd'hui, tout est étouffé. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien. Et nous apprenons 100 millions disparus de 100 millions. Nous avons hâte, nous, par respect à notre constitution, qu'on sorte même les années qu'on arrive à 2028, que ces gens partent. Mais s'ils veulent s'éterniser au pouvoir en violant la Constitution, et dès que la Constitution est la meilleure, nous allons nous lever comme peuple pour défendre notre Constitution. Depuis 1960, mais la question, pourquoi changer ce qui est meilleur après seulement 18 ans? Il faut lui poser la question. Moi, je ne suis pas porte-parole d'Embata. C'est des gens qui ne respectent pas les Congolais. C'est des gens qui ne respectent pas les Congolais. Ce qu'il a dit là, c'est un manque criant au respect de la population congolaise. Il n'est pas différent de Kabouya, son collègue, il ne sait pas, son camarade du parti. C'est des gens qui ne nous respectent pas. Ils nous prennent pour des chiffons, donc ils peuvent nous dire ça maintenant, après ils changent, ils nous disent ça, et ils pensent que nous on est des idiots, on va finir par tout accepter. Et si le projet arrivait à passer, parce que la majorité présidentielle au pouvoir se mobilise, ce projet ne passera quant à ce projet. Cette constitution-là est verrouillée. Et ce projet ne passera pas. Et la constitution n'est pas touchable, n'est pas révisable. Est-ce qu'ils ne vous parlent pas de réviser la constitution? Ils vous parlent de réécrire leur constitution à eux. Ils vont décider qu'ils vont être congolais, qu'ils ne le seront pas. Donc ils vont nous remettre en arrière sur 30 ans pour que nous recommencions un cycle de violence sur 30 autres années. Et ça ne sera pas possible. Personne ne va être aussi responsable de les laisser cette charge-là. Nous aurons tous l'obligation de dire non, 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 non. C'est comme quand on est ici dans ce studio, il y a quelqu'un qui vient, il veut mettre un cadenas là-bas, il a un bidon d'essence. Nous tous, on va sortir pour l'empêcher. C'est des réflexes normaux de survie. Allez, merci beaucoup Patrick Moudeke. Votre dernier mot, on parle des élections, de l'élection présidentielle aux USA avec le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump. Quelles leçons vous avez tirées de la campagne et des élections aux USA? En politique, il ne faut jamais dire jamais. On ne meurt jamais en politique. Trump a fait preuve d'une résilience énorme, d'un grand courage, d'un réalisme, surtout son courage. Donc, ça devrait aussi inspirer ceux qui sont là aujourd'hui. L'opposition d'hier peut devenir la majorité d'aujourd'hui peut devenir l'opposition de demain. L'essentiel, c'est de se protéger. Et il n'y a pas 1000 moyens de se protéger que de faire les choses conformément aux lois de la République. Quand vous êtes caché au milieu de la Constitution, en faisant ce que la Constitution vous demande, vous pouvez partir à tout moment, vous n'aurez pas d'ennui. Mais quand vous essayez un peu de faire des forcing, dans ces forcing-là, il y aura sûrement des morts, il y aura sûrement des gens qui vont être arrêtés inutilement, il y aura sûrement des gens qui iront en exil. Et puis quand ça sera leur tour, vous vous imaginez un peu, vous, ça sera comment? On devrait arrêter d'avoir la folie du pouvoir. Surtout pas en Afrique. Ça ne sert à rien. On est bien en état, en paix, en harmonie avec tout le monde, avec les lois de la République. Et se battre pour avoir un bilan. Parce que 6 ans après, on ne voit pas. Tout ce qui passe par les maîtres de l'IDPS sointe. Rien ne marche, rien. Tout est zéro. D'ailleurs, zéro, c'est petit. On est à moins. Il faut vous battre déjà l'IDPS comme système politique, d'arriver à zéro. Dans votre bilan. Dans votre dernier X, vous avez dit qu'en Amérique, ce sont les riches qui font le pouvoir. En Afrique, c'est le pouvoir qui fait les riches. Est-ce qu'on peut s'inspirer de ça au Congo particulièrement? Ça serait une chance pour les Congolais d'avoir des riches qui accèdent au pouvoir.
Là, vous faites un clin d'œil à Moïse Katumbi qui serait peut-être dans le critérium. Il n'est pas le seul riche du Congo, mais ça serait vraiment une chance pour les Congolais. Vous avez vu quand il était gouverneur du Katanga. Vous avez vu quand Jean Manissa a dirigé la province orientale. Le Katanga n'était pas aussi autant prospère avec tout ce qu'il avait. Il y a eu une lueur d'espoir. Ça serait une chance pour ces pays, les jours où les riches vont accéder au pouvoir en RDC. Allez, merci beaucoup, Patrick Mondeke. C'est moi qui vous remercie. Très tonitruant aujourd'hui. Merci de l'honneur et nous vous souhaitons bon retour chez vous dans votre ville de Goma. En tout cas, nous avons bon espoir que le retour de la paix arrivera. On le souhaite vraiment. Et c'est une province rouge en raison de l'instabilité sécuritaire. Un mot à toutes ces populations qui sont en proie aux exactions. Je dis pour les Sana, ce qui arrive est évitable. Si ici à Kinshasa, les gens prennent conscience. Le Rwanda, c'est 20 800 et quelques, 26 800 et quelques kilomètres carrés. Par rapport au Congo, 2 345 000 kilomètres carrés. Nous devrions avoir honte. Non? Nous sommes 100 millions. Ils sont 10 millions. Nous devrions avoir honte. Et les centres d'organisation, les centres de réflexion, c'est ici. Il faut qu'il y ait déjà consciencieux ici. La situation du Congo va changer. Voilà, une question de responsabilité et de conscience à tout le niveau. Merci d'être passé et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons avec le même plaisir pour une autre mission. Entre-temps, abonnez-vous, à partager l'émission à tous vos contacts et likez et commentez. Ça nous donne en tout cas de la force à continuer à vous servir. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs. Merci.